Sur le plateau de la web télé Salon CE, je reçois Annick Valette de la Maïf et Michel Dreyfus, lauréat dans la catégorie expert du prix sur l'économie sociale et solidaire. Alors, je vais me retourner vers le parrain de cet événement. Pourquoi la Maïf a parrainé un tel événement? Alors, comme vous le savez, la Maïf est une mutuelle d'assurance et un acteur central du monde de l'économie sociale. Et depuis 1934, nous montrons que ce modèle de l'économie sociale, ce modèle mutualiste qui associe à tous les niveaux de sa gouvernance les sociétaires, puisque le PDG de la Maïf est un sociétaire qui a été élu par ses pairs. Donc ça, c'est entre autres un exemple de la véracité de notre appartenance à l'économie sociale. La Maïf est aussi un acteur important dans la promotion du modèle de l'économie sociale. Et nous avons déjà mené, et nous menons en permanence des actions dans le cadre de cette promotion de ce modèle de l'économie sociale. Notamment, nous soutenons des chaires universitaires de formation donc à l'économie sociale. Nous avons été partenaires à la création du programme Jeunes ESS qui favorise le développement de projets portés par des jeunes dans le secteur de l'économie sociale, mais aussi qui accompagne l'insertion professionnelle des jeunes dans le champ de l'économie sociale, et de participer, de soutenir ce premier prix du livre de l'économie sociale nous paraissait tout à fait naturel et participer à nos actions de promotion de l'économie sociale. Alors maintenant, je me retourne vers Michel Dreyfus. Michel Dreyfus, félicitations d'ailleurs pour ce prix. Alors, est-ce que vous pouvez donner à nos amis internautes une idée de ce que traite ce livre? Est-ce que c'est l'histoire du crédit coopératif? Mais vous êtes un expert, comment l'avez-vous traité? C'est d'abord l'histoire d'une banque, le Crédit Coopératif, dont les origines lointaines remontent à un siècle et 20 ans, 120 ans, ce qui est quand même beaucoup. C'est également, à travers l'histoire de cette banque, l'histoire d'un mouvement à laquelle elle est profondément liée, qui s'appelle le mouvement coopératif de production. Et enfin, c'est l'engagement du Crédit Coopératif dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale ou l'économie sociale et solidaire. Je n'entrerai pas dans le débat ici, mais évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions et le Crédit Coopératif est très impliqué actuellement dans tout ce que vous dites sur l'économie sociale et solidaire. Donc il est normal que nous nous rejoignions ici et à travers l'histoire de cette banque, j'ai évidemment écrit l'histoire de cette banque, l'histoire de ce mouvement coopératif et je me suis efforcé d'apporter des éléments de connaissance sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Alors, j'imagine que l'histoire du crédit coopératif n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Il y a dû y avoir quelques anecdotes un peu dures. Est-ce que vous en avez une à raconter à nos internautes? Eh bien, j'en raconterai deux. D'abord, la banque a eu des débuts très difficiles puisqu'elle a frôlé la faillite à 2 reprises un peu de temps après sa fondation, à la veille de la Première Guerre mondiale. Beaucoup plus tard, en 1969-74, effectivement, l'histoire du crédit coopératif n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a connu des années difficiles. La banque a connu des années difficiles en 1974. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceci correspond justement à un changement des mouvements d'économie sociale qui commencent à se reprocher, mutuelles et coopératives, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Et ce qui est passionnant, c'est de voir la banque accompagner toutes ces évolutions, s'adapter, parce qu'effectivement, la notion d'adaptation est absolument essentielle pour comprendre toute cette histoire longue, plus d'un siècle. Alors quand on entend ce matin à la radio le prix des frais bancaires qui est en train de flamber, on se demande comment une banque coopérative peut fonctionner. Eh bien, une banque coopérative, alors je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu d'autres banques coopératives qui ont connu à un moment ou à un autre la faillite, j'y fais parfois allusion. Je crois que ce qui a peut-être permis au crédit coopératif, c'est justement sa fidélité, de subsister, de maintenir jusqu'à aujourd'hui, c'est sa fidélité au principe coopératif et non pas, en plus, ne pas s'aventurer dans des terrains extrêmement risqués, comme on le voit dans ce que se font de nombreuses banques aujourd'hui et qui ont connu la faillite ou des très grandes difficultés, notamment depuis 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça. Une banque qui fonctionne comme une entreprise privée aujourd'hui est obligée de faire
de la facturation à ses clients pour pouvoir survivre. Oui. Or, une banque coopérative, elle ne facture pas ses coopérateurs. Non, la banque coopérative, à la limite, appartient à sa sociétaire, appartient au coopérateur et les profits sont réinvestis dans des activités, etc. Mais la notion de profit qui est distribué à des actionnaires ne joue pas. Et là, il y a évidemment une différence absolument fondamentale avec les autres banques. Et par ailleurs, j'insiste sur ce point, le crédit coopératif ne s'avance pas dans des opérations douteuses en bourse, de spéculation, etc. On n'est pas avec des traders et des produits toxiques comme d'autres banques totalement privées qui sont là uniquement pour faire de l'argent. Absolument. Et on a tous en mémoire l'affaire Kerviel. Absolument. Ça ne peut pas arriver au crédit coopératif. Non, ça ne peut pas arriver au crédit coopératif parce que ses statuts l'interdisent. Alors, puisque j'ai un expert en la matière, quel est son œil sur l'affaire Kerviel ? L'affaire Kerviel, c'est effectivement une course folle à toujours plus de profits. Je prendrai un autre exemple, ça ne se passe pas en France mais en Grande-Bretagne, où l'on voit un système de retraite qui est financé par capitalisation. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on joue ses retraites à la roulette parce que si la banque fait faillite, on perd toute sa retraite. Je ne comprends pas comment une chose pareille peut exister. Et évidemment, je pense que vous êtes évidemment complètement d'accord avec moi. Et il y a, je vais dire, des terrains sur lesquels les mouvements coopératifs, mais aussi les mouvements mutualistes, ne s'avancent pas dans la mesure où on ne joue pas à la roulette. Pour être un peu provocateur, je dirais que dans l'affaire Kerviel, M. Kerviel a perdu de l'argent sur une opération qu'il n'aurait peut-être pas pu faire, selon ce que nous disent les médias. Mais s'il avait gagné l'équivalent de cette somme, peut-être qu'il serait richissime et qu'on lui aurait fait une statue. Oui, peut-être qu'il serait richissime, mais au-delà... On lui aurait fait une statue. Oui, sans doute, mais au-delà d'un homme, il y a un système. Est-ce qu'on spécule, est-ce qu'on passe son temps à jouer en bourse ou est-ce qu'on essaie de répondre aux besoins sociaux ? Or, l'économie sociale et solidaire essayent d'abord de répondre à des besoins sociaux qui, par nature, ne génèrent pas de profit. Alors évidemment, il y a des règles de rentabilité, de gestion, ça va de soi, mais encore une fois, il n'est pas question de faire du profit sur ces terrains. Et je crois que c'est là la grande différence. Une fois qu'on a fait le parallèle avec l'affaire Kerviel, on peut faire le parallèle avec une autre entreprise. On peut dire que, puisque ça marche pour la banque, ce système de gestion coopérative, ça peut marcher pour tout autre secteur d'activité. Oui, ça peut marcher pour tout autre secteur d'activité, sauf que là, il faut avoir des principes extrêmement stricts et on le voit tous les jours, ces principes ne sont pas suivis dans la mesure où il me semble qu'il y a de plus en plus une course à la finance, à la spéculation, etc. En France, et pas seulement qu'en France, et évidemment, tout ceci est extrêmement dangereux et on en paye les conséquences graves depuis 5 ou 6 ans. Donc une fois qu'on a lu l'histoire du crédit coopératif, on peut regarder quelle peut être l'histoire de n'importe quelle entreprise montée sur ce modèle-là. Ce serait, comment dirais-je, peut-être me faire trop d'honneur, mais il est vrai que, et avec parfois ces difficultés, ces insuffisances, y compris des erreurs de gestion qui ont été faites, parce que je ne suis pas là pour passer de la pommade, je suis là pour faire de l'histoire. Et je pense que c'est important de faire de l'histoire en expliquant ce qui a été vraiment, et non pas une histoire complètement mise. Il n'empêche qu'on a là quand même un mouvement qui existait depuis 120 ans et même avant, et qui continue à se développer, et qui est complètement différent. Alors, je me retourne vers la Maïf donc pour les remercier d'avoir parrainé un tel ouvrage, parce que, enfin, un tel ouvrage, un tel événement qui, dans la catégorie expert, a félicité M. Dreyfus. Et on espère que la Maïf et le Crédit Coopératif et M. Dreyfus vont avoir une longue vie sur un modèle économique qui est plus humain, j'allais dire l'humain d'abord, qui met plus l'humain au centre des préoccupations que ce qui est la finance pure et dure qu'on peut voir dans notre système bancaire. Mais à la Maïf, c'est l'humain d'abord aussi. Alors, c'est pour ça que la Maïf est très heureuse d'avoir soutenu ce prix, mais aussi que ce soit M. Dreyfus qui a été lauréat et sur l'histoire du crédit coopératif. D'abord parce que la Maïf et le crédit coopératif sont très proches et se retrouvent assez régulièrement sur des événements ou des actions communes. Mais aussi parce que le crédit coopératif est une banque, la Maïf est une assurance, une mutuelle d'assurance, et qu'on est effectivement sur des secteurs très voisins, des secteurs d'activité très voisins. Et ce que disait M. Dreyfus, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce qui distingue effectivement le monde de l'économie sociale, le modèle de l'économie sociale, par opposition au monde capitaliste, c'est que dans nos entreprises, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Nos entreprises appartiennent à nos sociétaires, à nos adhérents. Et donc, nos décisions de gestion,
elles se font sur des délais à plus long terme. Nous n'avons pas, nos dirigeants n'ont pas comme objectif de placer des fonds sur des situations risquées pour obtenir en fin d'année des taux de rendement, on n'a pas à se creuser la etc. tête pour monter des produits un peu sophistiqués qui sont on n'a très pas à se creuser rentables. la tête et c'est surtout pas l'objectif. Notre objectif, c'est d'équilibrer l'entreprise, de faire en sorte que, bien évidemment, elle génère des profits, mais parce qu'on ne peut pas faire vivre une entreprise sans profit. Mais notre principal objectif, c'est de créer des produits d'assurance ou des produits bancaires qui sont en parfaite cohérence avec les besoins de nos sociétaires. Ce sont nos sociétaires qui sont aux manettes de l'entreprise. Donc ce sont eux qui, à différents échelons, nous disent ce dont ils ont besoin. Et nous, notre objectif, notre travail, c'est de créer des produits qui répondent à leurs besoins, avec le meilleur rapport qualité-prix et dans un esprit de long terme et de durabilité. Parce que le fait que nous n'ayons pas d'actionnaires à rémunérer, comme je vous le disais, nous met dans une situation plus sereine et de gestion à long terme. Alors, je pense qu'on peut regarder ce modèle avec intérêt dans un monde qui devient fou, un monde de la finance. Si on met l'humain au centre des préoccupations, alors on va mettre l'humain à la tête de certaines entreprises, y compris bancaires ou y compris d'assurance et de toute activité. Et donc, je vous conseille ce livre qui va vous donner l'histoire d'une grande banque qui appartient à ses clients, qui appartient à ses copropriétaires, on pourrait dire. Et puis, merci à la Maïf, et merci à Michel Dreyfus pour votre venue sur le plateau et à très bientôt.